pour partir le bal, nous avons l'honneur d'avoir avec nous quelqu'un du coin, je l'ai dit, quelqu'un de Québec, dont c'est la circonscription électorale, un grand économiste, un Québécois qui est aussi notre ministre fédéral de la Santé. Je vous demanderai d'accueillir avec moi l'honorable Jean-Yves Duclos. Bien oui, bonjour tout le monde. J'allais vous souhaiter la bienvenue chez moi parce que vous êtes effectivement dans la belle circonscription de Québec. Et à Québec, on aime la neige. Plus on en a, plus on est heureux. Et on est content évidemment de partager cette beauté naturelle et historique avec tous les visiteurs qui ont la chance de participer au premier sommet sur la santé publique au Québec. Nos remerciements, évidemment, à tous ceux qui nous permettent d'être ensemble aujourd'hui. Hélène, merci pour votre enthousiasme matinal, votre sourire qui nous réchauffe malgré le temps extérieur. Merci Thomas Bastien, tous les leaders, tous les partenaires de l'Association pour la santé publique du Québec. Une des raisons pour lesquelles on est ici au sommet, c'est pour célébrer et souligner le remarquable travail des agents, des intervenants et des experts en santé publique au Québec. Vous savez, à Québec, on aime ça être un petit peu chauvin. On se compare parfois à d'autres villes au Québec. Mais je pense qu'au Québec, on peut aussi parfois être un peu chauvin aussi et se dire que par rapport à d'autres endroits au Canada, dans d'autres provinces et territoires, on a la chance d'avoir une santé publique et donc des experts et des intervenants en santé publique qui travaillent très fort et qui réussissent très bien. Et pour cette raison, on peut souvent se comparer favorablement à ce qu'on voit ailleurs au pays et dans le monde. Je commence aussi par dire qu'on est ici à Québec sur le territoire traditionnel de plusieurs Premières Nations, dont la nation Huron-Wendat, que nous avons la chance d'avoir tout près de la région de Québec, à Wendake. C'est un peuple qui s'est démarqué, évidemment, au cours des millénaires, même quand les Européens n'étaient pas là, évidemment, mais qui sont des partenaires et des leaders remarquables en santé publique et à tout ce qui concerne les déterminants humains et environnementaux de cette santé publique. On a aujourd'hui et hier et demain une grande diversité d'organisations, de perspectives, de gens, et ça fait la force de ce premier sommet, je crois. Vous savez, comme tous, que la santé publique a passé à travers une période très difficile au cours des 3 dernières années, mais ces défis importants que vous avez vus et connus étaient là bien avant et vont, dans malheureusement plusieurs cas, continuer à s'aggraver au cours des prochaines années et des prochaines décennies. La santé publique, les soins de santé aussi, ce sont des défis de la prochaine génération en raison de la croissance des inégalités, de la marginalisation, du vieillissement auquel vous avez fait référence, Hélène, des maladies infectieuses et chroniques de plus en plus nombreuses et préoccupantes, la technologie, les médicaments qui apportent évidemment de grands bénéfices, mais qui viennent aussi avec des coûts substantiels, la rareté des ressources humaines et financières et la rareté croissante de ces ressources dans un monde qui change et qui vieillit en particulier. Et un des gros enjeux qui impacte la santé publique, c'est, comme Hélène l'a aussi dit, la crise climatique. C'est une des plus grandes menaces mondiales sur la santé publique. Le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que tout autre pays dans le monde et dans le Nord, comme on le sait, le réchauffement est encore plus rapide. L'administratrice en chef de la santé publique, la docteure Theresa Tam et toute son équipe, dont le docteur Howard New, que vous allez entendre, je pense, un peu plus tard ce matin, ont produit un rapport il y a quelques semaines que je vous invite à lire et qui s'appelle « Mobiliser la santé publique contre les changements climatiques au Canada ». C'est un rapport qui s'appuie évidemment sur les avis de nombreux experts, dont plusieurs ici à Québec et au Québec. Un rapport qui porte sur les impacts des changements climatiques, de la crise climatique sur l'environnement naturel, mais aussi sur l'environnement humain, les impacts sur la pollution de l'eau, de l'air, des sols, la question des aliments, la biodiversité,
Ça porte aussi sur la propagation, comme je le disais il y a quelques instants, plus rapide, et, comme on a vu avec la COVID-19, de maladies infectieuses qui sont, dans plusieurs des cas, reliées à l'impact de l'humain sur notre environnement naturel et évidemment social, l'exacerbation des inégalités qui sont exacerbées et encore accrues en raison de ces impacts des changements climatiques. Vous allez parler des impacts de l'éco-anxiété sur la santé mentale des gens qui, comme on sait, est un élément majeur de la santé à la fois individuelle et sociale, et finalement des enjeux plus larges sur notre planète, les impacts sur les migrations, sur la géopolitique, des effets majeurs des changements climatiques sur notre société et sur notre monde. La bonne nouvelle, c'est que les outils qu'on peut utiliser pour lutter contre les changements climatiques, les prévenir et les mitiger, ce sont des outils qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on a besoin d'utiliser pour une meilleure santé humaine et une meilleure qualité de vie. Ce sont des outils qui font à la fois la prévention et la promotion de certaines habitudes et de certaines attitudes, dont des modes de vie plus sains. Et quand les gens adoptent ces modes de vie plus sains, bien, dans la plupart des cas, ils limitent aussi l'impact de leurs activités sur notre monde, notre environnement naturel, réduisent leur empreinte écologique. Ici à Québec, comme vous savez, on a des ambitions solides que le maire de Québec vous a partagées en partie avant-hier en matière de transport actif et collectif, en matière de verdissement urbain, en matière de lutte contre l'itinérance, contre la vulnérabilité, contre la pauvreté. Là, on parle aussi dans un cadre plus large, d'investissement dans une alimentation plus saine et plus durable. Ici, à Québec, là, vous allez peut-être pas le voir dans les prochains jours parce que la neige vous empêchera de le faire, mais si vous revenez à l'été, vous allez voir à quel point les jardins communautaires se développent sur les toits, entre autres, du centre Frédéric Bach, tout près d'ici, mais partout ailleurs dans notre communauté, ce qui a, comme vous savez, comme on sait, des impacts positifs pour la santé physique, santé mentale et la santé de notre environnement. En terminant, je vais me permettre de vous faire allusion à l'importance croissante des données dans la gestion d'une meilleure santé publique. Ça fait partie, comme vous le savez, probablement de nos discussions, notre collaboration avec les ministres de la Santé des différentes provinces et des territoires. On souhaite moderniser l'accès aux données, le partage de ces données et donc l'utilisation de ces données sur différents éléments, à la fois les déterminants et les impacts de la santé et de la santé publique. Les déterminants sociaux, les données cliniques, les données épidémiologiques, y compris, mais pas seulement lorsqu'il y a des crises de santé publique, les données organisationnelles sur la façon dont les gens travaillent ensemble, en équipe, en particulier à travers les différents réseaux de santé et de soins de santé du pays, évidemment sur l'efficacité des traitements, des médicaments et des vaccins, par exemple. Vous savez, comme moi, que durant la COVID-19, on a fait des progrès majeurs au niveau individuel et social pour connaître la vitesse et l'efficacité de la vaccination à travers le pays et au Québec, ce qui a probablement et presque certainement mené à sauver beaucoup de vies, et sans parler évidemment des coûts économiques qui ont été réduits par un programme de vaccination qui a reposé largement sur un meilleur accès des données à travers la crise de la COVID-19. Mais on sait qu'ailleurs, dans d'autres circonstances, et je pense que c'est le cas aussi au Québec, j'en parlais avec la chef de la santé publique à Ottawa il y a quelques semaines à peine, en Ontario, on n'a toujours pas de carnet de vaccination électronique sur des maladies, de vaccination contre des maladies de base pour les enfants. Les parents sont encore obligés de se promener avec un carnet de papier pour pouvoir montrer à leurs médecins ou à leurs infirmières quels vaccins leurs enfants ont pu recevoir. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement et qu'on doit rapidement changer. Et en le faisant, bien, ça nous amène à mieux comprendre et à comprendre plus facilement l'impact d'autres vaccins contre les maladies. La grippe, je vais donner un petit exemple très récent.
le vaccin contre la grippe qu'on administre depuis quelques mois, il est probablement plus efficace cette fois-ci que d'autres vaccins pour d'autres saisons antérieures. Mais on ne le saura pas avant plusieurs mois parce qu'au Canada, on n'est pas encore capable, en temps réel, de récolter, d'amasser des données sur la vaccination contre la grippe, alors que cette technologie existe. Donc, on va travailler avec tout le monde, et ça va très bien, je vous rassure, pour améliorer la valeur, la contribution des données, y compris en santé publique, pour notre population. Alors, je ne peux pas vous dire autre chose que le fait que je sois optimiste et positif par rapport au rôle des acteurs de la santé publique au Québec et ailleurs. Vous êtes des acteurs majeurs de sensibilisation et de mobilisation en matière de santé. Beaucoup de votre travail repose sur la force de la jeunesse. Je vois la belle Lauriane, je pense, qui est assise là-bas, qui malheureusement a dû manquer ses classes à l'école, une des écoles centrales de ma circonscription, pour venir assister aujourd'hui à des échanges sur l'environnement humain, l'environnement social. Et donc, c'est cette motivation, cette énergie que nous avons des jeunes, mais aussi sur tous les petits changements dans les gestes, les attitudes que l'on voit chez nos gens tous les jours. Ça nous réjouit, ça nous encourage, et ça a un impact aussi sur les choix des politiques publiques et les choix des gouvernements. Je pense qu'on peut être positif aussi. On doit toujours faire mieux. On doit toujours pousser les gouvernements à faire davantage. Mais on voit partout au Canada, même dans des endroits un peu plus difficiles, qu'il y a un progrès, que les Canadiens insistent pour que leur gouvernement soit davantage engagé en santé et en santé publique. Donc, bravo à l'Association pour la santé publique du Québec. Félicitations pour le programme extraordinaire que vous avez pu bâtir, les intervenants magnifiques qui participent à vos activités, et donc un bon sommet à tous et à toutes. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Et je me dis que puisque vous êtes un grand économiste et que vous êtes optimiste quant au rôle des spécialistes de la santé publique, donc ça doit être un bon investissement d'investir dans la prévention, dans la promotion de la santé. Merci infiniment de votre présence. Justement, je vous mentionne que demain, nous aurons justement une conférence pour expliquer le partage des rôles fédéral-provincial et quelles sont les différences entre nos deux ministres de la Santé. Et donc, je vous convie à être des nôtres. J'aimerais maintenant vous présenter Howard New, qui est le sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada. C'est le bras droit de la docteure Theresa Tam, ou en d'autres mots, c'est le Horacio Arruda canadien. Monsieur New doit être à distance. Il nous parlera des nouveaux défis de santé publique du 21e siècle qui s'additionnent à tous ceux dont on a parlé hier. Et il s'exprimera en français, puisqu'il est le conjoint d'une petite Saguenayenne, Lac-Saint-Jean, dans ce coin-là. Donc, Dr. New, à vous la parole. Merci beaucoup, Hélène. J'espère que la technologie marche parce qu'on n'a pas fait un test avant. Est-ce que ça marche? Tout le monde m'entend bien? Très bien. OK, parfait. OK. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Virtuellement, je suis ici chez moi, à Ottawa, mais c'est aussi, je reconnais que c'est le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Et comme Hélène a constaté, je suis le sous-administrateur en chef de la santé publique et aussi vice-président par intérim de la Direction générale des programmes des maladies infectieuses à l'Agence de la santé publique du Canada. Et j'aimerais aussi vous souhaiter la bienvenue à la deuxième journée du sommet de la santé durable. L'Association pour la santé publique du Québec m'a demandé aujourd'hui de réfléchir aux grands défis de santé du 21e siècle. Ce n'est pas une mince affaire et je tiens à préciser que cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Cependant, j'aimerais aborder certains des défis en santé publique auxquels nous sommes confrontés car ils pourraient être en rapport avec les séances à venir de ce sommet. Je m'en voudrais de ne pas commencer par la pandémie de COVID-19. Tant de choses se sont passées et nous avons tous fait face à plusieurs défis et changements
sans précédent au cours des dernières années. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont travaillé et qui continuent de travailler sans relâche pour servir les intérêts des Canadiens. La population canadienne compte sur les nombreux services et les soutiens fournis par les organismes de santé et des services sociaux. Je tiens également à souligner tout ce que vous avez fait ces dernières années pour assurer la sécurité de nos collectivités. Maintenant, vous mettez tous la main à la pâte pour nous aider à assurer une reprise solide pour tout le monde. Ensemble, nous continuerons à encourager les gens à tenir à jour leur vaccination contre la COVID-19 et à lutter contre la désinformation et la mésinformation sur les vaccins. Nous continuerons également à travailler dans divers secteurs pour aider les Canadiens à améliorer leur santé. Nous reconnaissons tous que la COVID-19 est là pour rester. Au moment où le Canada passe à une approche plus durable à plus long terme dans la gestion continue de la COVID-19, il est nécessaire de réfléchir aux efforts déployés lors de la réponse à la pandémie, à ce qui a bien fonctionné, à ce qui a moins bien fonctionné et aux leçons apprises pour aider à orienter le travail futur et les réponses à la pandémie. L'importance de la connexion et le pouvoir de la collaboration intersectorielle sont deux éléments importants mis en évidence par la pandémie. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nécessité de générer, synthétiser et communiquer rapidement les nouvelles connaissances. Les relations plus étroites entre les agences de santé publique, les soins de santé, le monde universitaire et d'autres partenaires clés peuvent conduire à une recherche plus axée sur les solutions à des données probantes qui éclairent directement les décisions et les actions en matière de santé publique. Par exemple, nous avons constaté que le fait de réunir des experts des différentes compétences et des différents domaines pour discuter régulièrement des questions clés, collaborer aux priorités pan-canadiennes et coordonner les messages clés s'est avéré inestimable. En outre, lorsqu'on a offert aux participants un forum pour mettre en commun leurs expériences et leurs points de vue pendant la pandémie, ces expériences communes ont créé une confiance et un respect plus profond envers leurs collègues grâce à une discussion ouverte et à un meilleur accès à l'information. Cependant, la pandémie de COVID-19 a également révélé des lacunes de longue date. Par exemple, elle a mis sous les feux des projecteurs certaines inégalités existantes en matière de santé qui ont contribué à des répercussions disproportionnées sur certaines populations au Canada. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada 2020 qui souligne la nécessité d'adopter une approche fondée sur l'équité dans la réponse à la pandémie. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous attaquer aux inégalités en matière de santé au Canada en travaillant ensemble pour éliminer les obstacles aux soins et en nous efforçant d'éliminer la stigmatisation et la discrimination des services de santé publique, des soins de santé et des services sociaux qui sont offerts. Nous devons également soutenir les approches qui sont adaptées aux besoins précis des collectivités en matière de santé, ainsi qu'aux facteurs déterminants de la santé. En nous appuyant sur les leçons apprises et nos expériences tirées de la pandémie de COVID-19, l'objectif global est de parvenir à une santé et un bien-être optimaux pour toutes les personnes vivant au Canada. Bien que la santé publique ait fait d'énormes progrès au cours des siècles derniers pour améliorer la santé et la vie des gens au Canada et dans le monde, nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Nous devons maintenant nous appuyer sur ces atouts pour répondre à ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle la plus grande menace sanitaire de notre époque. Comme le disait le ministre Duclos dans son allocution,
le rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique 2022 examine les répercussions des changements climatiques sur la santé physique et mentale des Canadiens. Le fait est que dans tout le pays et au-delà, les situations météorologiques deviennent plus imprévisibles et les phénomènes météorologiques extrêmes augmentent en fréquence et en intensité. Chaque année, la population ressent ces effets de plus en plus directement. Par exemple, l'intensité de l'ouragan Fiona en septembre 2022 a entraîné des dommages matériels et des déplacements dans de nombreuses collectivités du Canada atlantique et de l'Est au Québec. L'ouragan a également entraîné des répercussions connexes sur la santé mentale, comme l'anxiété, le deuil et la détresse. Que ce soit par l'exposition à la chaleur, aux violentes tempêtes, à l'augmentation de la pollution atmosphérique ou à la fonte des glaces, les changements climatiques ont des effets multiples et en cascade sur notre santé physique et mentale. Et nous savons que tout le monde ne sera pas affecté de la même manière. Certaines personnes peuvent présenter un risque d'exposition plus élevé, être moins capables de s'adapter ou être plus vulnérables à des graves problèmes de santé. Le risque de transmission de maladies zoonotiques existantes et nouvelles entre les hommes et les animaux s'est également accru à cause des changements climatiques. Par exemple, les changements climatiques ont permis une plus grande diffusion des maladies, notamment une myriade d'agents pathogènes viraux transmis par les moustiques et les tiques. En fait, 93% des cas de maladie de Lyme répertoriés chez les humains entre 2009 et 2022 provenaient de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse. L'Agence de la santé publique du Canada s'efforce de sensibiliser le public à la maladie de Lyme et à d'autres maladies infectieuses liées au climat et de s'assurer que les prestataires de soins de santé disposent des renseignements nécessaires pour reconnaître les symptômes. Il est également important que notre action collective soit bien coordonnée et équitable afin d'éviter la duplication ou la fragmentation des services ainsi que des mesures mal adaptées aux besoins sanitaires des collectivités et des personnes les plus exposées. Comme vous pouvez le constater, les travaux prometteurs sont déjà en cours pour faire face aux impacts des changements climatiques sur la santé au Canada. Un autre exemple est le travail en cours pour développer et mettre en œuvre une stratégie nationale d'adaptation. Celle-ci décrit une approche globale de la société qui prévoit des rôles pour les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux, autochtones et locaux, le secteur privé, les communautés et les particuliers. L'approche Une seule santé reconnaît l'interconnexion des personnes, des animaux, des plantes et de l'environnement. Cette approche est également utilisée pour aborder la santé humaine, animale et des écosystèmes d'un point de vue global. Nous devons tirer avantage des différents travaux pour renforcer nos capacités, faire progresser nos connaissances et maximiser nos efforts et nos répercussions collectives à travers les systèmes de santé, les juridictions et les secteurs. Nous devons également travailler avec les collectivités pour veiller à ce que les mesures que nous prenons soient appropriées et qu'elles répondent aux besoins de la population aux quatre coins du pays. Continuons à rechercher et à saisir les occasions de travailler ensemble. Collectivement, nous pouvons continuer à faire une différence dans la santé et le mieux-être de la population canadienne. Pour terminer, je tiens à remercier l'Association pour la santé publique du Québec de m'avoir invité. Le sommet de cette semaine illustre la valeur de la collaboration intersectorielle et je vous souhaite bonne chance pour la suite des activités. En 2023, continuons de nous soutenir les uns les autres et ensemble, bâtissons un avenir meilleur pour tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon sommet et une excellente journée. Merci.